Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette séquence présentation du guide pour une mobilité quotidienne bas carbone. Donc c'est un rapport qui a été publié par le Shift Project le 4 février dernier. On vous donnera les accès pour pouvoir le consulter sur notre site ainsi que la synthèse. Euh, alors voici comment va se dérouler cette séquence. On a Laura Foglia qui est consultante auprès des collectivités sur les questions de mobilité bas carbone et chef de projet mobilité pour le Shift Project qui va présenter ce guide pour une mobilité bas carbone. Ensuite, Laurent Perron, qui est bénévole du Shift Project, donc shifter et pilote de la fresque mobilité, présentera cet outil de fresque mobilité qui est directement décliné de ce guide. Et enfin, sera invitée à réagir Françoise Rossignol, qui est maire de Dainville, vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras. Euh, voilà. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Laura Foglia, qui va vous commencer par cette présentation. Oui, donc bonjour à tous. Je vais donc vous présenter le guide pour une mobilité bas carbone, qui est donc un projet qui a été présenté en début 2020. Juste un petit mot donc, sur le Shift Project. Donc, The Shift Project est un think tank, c'est-à-dire une association créée en 2010 et spécialisée sur les questions de transition vers une économie libérée de la contrainte carbone. Alors, je vais vous présenter d'abord les enjeux du mobilité bas carbone, ensuite la démarche et la méthode du guide, et puis je vais vous présenter les résultats transversaux et faire un focus sur quelques actions clés. Alors déjà, pour poser le cadre, pourquoi s'intéresser à la décarbonation des mobilités? Parce qu'en fait, les transports sont de loin les premiers émetteurs de gaz à effet de serre en France. Ils représentent presque un tiers des émissions, on le voit sur le graphique de gauche, loin devant les bâtiments, l'agriculture et l'industrie. Donc c'est important, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, d'agir sur les transports. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le graphique de droite où on montre la décomposition des émissions des transports par catégorie de véhicules et où on peut voir que sur l'ensemble des émissions de voyageurs et marchandises confondues, la voiture particulière constitue plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça montre l'intérêt d'agir sur l'utilisation de la voiture si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Alors, la stratégie nationale bas carbone, qui est élaborée par l'État et révisée tous les 5 ans, assigne des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à chaque secteur pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ici, sur ce graphique, on voit l'évolution des émissions et puis en pointillé, on voit la trajectoire qui est assignée par la stratégie nationale bas carbone au secteur des transports. Et on voit bien qu'elle implique des réductions drastiques des émissions dues au transport si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors, si on rapproche la tendance qui devrait se vérifier avec les tendances effectivement à l'œuvre, on constate au contraire que les émissions ont plutôt tendance à stagner, voire à augmenter légèrement. Donc, il y a eu une petite baisse autour de 2008 due à la crise économique, mais si on regarde vraiment la tendance aussi dans les dernières années, on est plutôt sur une tendance à la stagnation, voire à une légère hausse, en sachant que pour 2018, donc, dans l'histogramme, on voit celle qu'on voit est une estimation. Et aussi, donc des émissions qui ne baissent pas, et aussi pour ce qui est des tendances sur le marché des voitures particulières, une tendance à l'utilisation de véhicules de plus en plus lourds et émissifs. Comme on peut le voir sur ce graphique, en fait, la part des SUV dans les ventes de voitures neuves est passée de 5 à 6% il y a 10 ans à presque 40% en 2019. Donc, une percée quelque part des SUV, des véhicules lourds et émissifs. Alors, en plus, décarboner est aussi une politique sociale.
indispensable pour les ménages. C'est-à-dire que les dépenses que les ménages français consacrent à l'automobile constituent environ 7% de leur budget total en moyenne. Mais si on considère les ménages les plus défavorisés, ce pourcentage peut monter à 15 voire 20% et donc représenter un facteur important de vulnérabilité économique. Alors, le travail du guide pour une mobilité bas carbone a trouvé aussi sa genèse dans le contexte de l'élaboration de la loi d'orientation des mobilités, qui a été présentée au Conseil des ministres fin novembre 2018 et qui a été ensuite promulguée fin décembre 2019. Et donc, la LOM définit un cadre pour l'action des autorités organisatrices de la mobilité et leur fournit des outils, mais laisse aussi aux collectivités le soin de prioriser les actions et de construire des stratégies de mobilité bas carbone dans un contexte de ressources financières limitées. Alors, je vais passer à la démarche et à la méthode que nous avons suivie pour le travail sur le guide. Alors, les objectifs étaient d'identifier les leviers opérationnels les plus pertinents pour décarboner la mobilité quotidienne. Alors, les leviers aux mains des collectivités locales, en priorité, mais aussi, d'une manière plus générale, aux mains des acteurs du système de mobilité territoriaux. Et aussi identifier les freins rencontrés par les acteurs locaux dans la mise en œuvre de ces politiques. Alors, pour ce qui est de la méthodologie du guide, si on en revient aux fondamentaux pour poser les bases de cette méthodologie, il y a 3 axes d'action qui sont communément admis pour décarboner la mobilité. Le premier axe est diminuer le besoin de déplacement, donc en réduisant les distances parcourues. Soit, ça veut dire soit se déplacer moins loin pour les mêmes déplacements, c'est-à-dire par exemple faire ses achats plus proches, soit ça veut dire éviter de se déplacer, par exemple télétravailler. Deuxième axe, favoriser le report modal, en particulier depuis l'utilisation de la voiture en solo vers ce qu'on appelle les modes actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo, et les modes partagés, en particulier les transports en commun et le covoiturage. Donc, le report modal, ça signifie remplacer, par exemple, un trajet fait en voiture par un trajet fait en vélo assistance électrique. Troisième axe, améliorer la performance énergétique des véhicules en agissant sur la motorisation, mais aussi sur le poids des véhicules, qui est un facteur qui joue un rôle très important dans la consommation d'énergie nécessaire pour se déplacer et donc sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'amélioration des performances énergétiques liées à la motorisation des véhicules est généralement le sujet qui retient le plus d'attention, y compris médiatique. Mais agir sur les motorisations est une partie seulement de la solution pour plusieurs raisons. Alors, déjà, d'une part, agir sur la motorisation ne résoudra pas les problèmes liés à l'utilisation de la voiture que sont l'étalement urbain, la congestion ou l'occupation de l'espace. Deuxièmement, il y a un risque important d'effet rebond, c'est-à-dire si ceux qui ont acheté un véhicule électrique se donnent entre guillemets bonne conscience et achètent de plus gros véhicules, en fait, l'effet sur la décarbonation peut être inverse de celui qu'on veut obtenir en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire en prenant en compte également toutes les émissions qui sont liées à la construction du véhicule. Et puis, de toute façon, même si ces effets rebonds n'existaient pas, la trajectoire de réduction des émissions nécessaires pour obtenir la neutralité carbone en 2050, telle qu'on l'a vu tout à l'heure avec le graphique en pointillé, implique qu'il faut agir sur tous les fronts, la motorisation, mais aussi le nombre et la distance de déplacement et le report vers des modes actifs et partagés. Donc, comme la motorisation a déjà reçu une grande partie de l'attention médiatique dans le guide, notre focus est sur les actions à mener
pour mettre en œuvre un report modal depuis la voiture en solo, et en particulier les actions que les élus peuvent mettre en œuvre dans le prochain mandat municipal, voire le suivant, à savoir un horizon 5 à 10 ans. Et aussi, nous avons par ailleurs abordé un certain nombre d'actions qui permettent de réduire le besoin de déplacement, comme les actions sur l'urbanisme, et qui sont des actions plus à long terme. Alors, pour ce qui est du périmètre d'étude, c'est la mobilité quotidienne des personnes, donc, et pas des marchandises. Comme je viens de le dire, c'est la décarbonation par les usages et pas par les véhicules. En France métropolitaine, hors Île-de-France. Alors, pourquoi hors Île-de-France? C'est parce que les caractéristiques de l'Île-de-France sont tout à fait spécifiques, à la fois en termes de taille urbaine et puis d'organisation institutionnelle. Mais bien entendu, les résultats les retours d'expérience que nous avons faits sur les territoires par ailleurs sont tout à fait applicables également à l'Île-de-France. Autre élément du périmètre d'étude, on s'est concentré sur les zones de moyenne densité. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est? En fait, alors que dans les centres denses des grandes agglomérations, il y a déjà eu des actions qui ont été menées pour favoriser l'utilisation des modes alternatifs à la voiture. Et d'ailleurs, la part modale de la voiture dans ces hypercentres denses des métropoles a déjà baissé, hein, on le voit dans les enquêtes ménages. Dans les zones de moyenne densité, c'est-à-dire dans les premières, voire début de deuxième couronne des métropoles, mais aussi dans les centres-villes des villes moyennes, la voiture reste encore très présente dans les pratiques modales et aussi dans l'espace public. Et donc, si vous regardez la représentation de la France, la petite carte de la France en bas à droite, les zones de moyenne densité sont représentées par les territoires en bleu. Donc, c'est 11% du territoire de la France, mais 43% de la population métropolitaine. Et surtout, ces territoires représentent plus que 40% des kilomètres parcourus, avec une présence prépondérante donc, de l'utilisation de la voiture particulière dans les déplacements. Donc, c'est des territoires qui recèlent un potentiel très important de décarbonation de la mobilité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'y intéresser tout particulièrement. Alors, compte tenu des objectifs qu'on avait, il a été vite très clair que ces objectifs nécessitaient d'un travail de terrain. Et donc, nous avons identifié un certain nombre de territoires qui ont mis en place des politiques ou des actions de décarbonation des mobilités pour retirer des retours d'expérience et identifier donc les freins aussi rencontrés à la mise en œuvre de ces politiques. Alors, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de varier à la fois la localisation géographique sur le territoire français, mais aussi les caractéristiques urbanistiques des territoires et les types de structures intercommunales. Et donc, nous avons fait des retours d'expérience sur les territoires de la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, des communautés urbaines d'Arras et de Poitiers, et des métropoles de Grenoble et de Strasbourg. Alors, nous avons mené une dizaine d'entretiens par territoire. On a passé aussi du temps sur place pour faire des enquêtes de terrain. Et nous avons donc analysé les mesures prises en faveur des modes actifs et partagés. Donc, nous avons fait des retours d'expérience sur ces politiques, sur les politiques également concernant l'utilisation de la voiture. Toutes les politiques aussi d'accompagnement, intégration tarifaire, masse, aménagement du territoire et urbanisme, comme je le disais tout à l'heure. Et nous nous sommes intéressés aussi au plan de mobilité employeur, puisque ces plans de mobilité sont très intéressants
sont un outil intéressant, on va en parler dans la suite, pour décarboner la mobilité, notamment la mobilité domicile-travail. Et donc, nous avons rencontré dans chaque agglomération les élus mobilité à minima, l'ensemble des services techniques mobilité et urbanisme, les agences d'urbanisme et donc les référents mobilité en entreprise. Et aussi, nous avons rencontré, selon les territoires, les associations, notamment les associations vélo, les exploitants, etc. Alors, pour ce qui est des résultats, je vais vous présenter d'abord les résultats transversaux du guide et puis faire quelques zooms sur des sujets spécifiques. Alors, déjà, dans les résultats transversaux, ce qui est très important à souligner, c'est qu'il est nécessaire d'approcher les politiques de mobilité bas carbone avec une approche systémique. C'est-à-dire, si la voiture est aussi incontournable dans nos sociétés, dans nos espaces urbains, c'est parce qu'il s'agit en réalité d'un système qui est composé, certes, des véhicules voitures, mais aussi de toutes les infrastructures qui vont avec, les places de stationnement, les services à la voiture, les assurances, la fiscalité de la voiture et aussi tout l'imaginaire autour de la voiture porté aussi par la publicité. Donc, c'est important. Si on veut favoriser les usages alternatifs à la voiture, que l'offre alternative se constitue justement également un système. De la même façon, ça vaut pour le système de mobilité, enfin d'offre de transport, de mobilité, mais ça vaut aussi pour le système transport-urbanisme et en particulier pour l'encouragement d'un urbanisme des courtes distances qui doit aller ensemble avec les actions menées sur l'offre de mobilité, et notamment dans les zones de moyenne densité, où effectivement les tissus urbains sont très propices à l'utilisation de la voiture. Et aussi, c'est important d'avoir des actions qui ciblent l'utilisation de la voiture en solo pour la rendre comparativement moins intéressante par rapport à l'utilisation des modes alternatifs. Alors, le guide a exploré un nombre important d'axes, d'actions. Nous les avons résumés en 3 axes, en gros. Le premier axe, agir sur le système voiture, à travers la favorisation d'un urbanisme des courtes distances, donc on va en parler, la régulation de l'utilisation de la voiture, mais aussi à travers une fiscalité des déplacements domicile-travail qui n'incitent pas à l'utilisation de la voiture. Je pense en particulier au système des voitures de fonction et des indemnités kilométriques aussi pour les voitures. Alors, ce thème est développé dans le guide, mais ne concerne pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est le développement des modes actifs et partagés, c'est-à-dire l'ensemble des actions à mener en faveur des modes actifs que sont donc la marche et le vélo et des modes partagés, à savoir les transports en commun et le covoiturage, mais aussi l'ensemble des actions pour faciliter leur utilisation. Je pense en particulier à l'intermodalité, à l'intégration tarifaire, aux masses, mais aussi à l'autopartage. Alors, on a considéré l'autopartage non pas comme un mode de transport, mais comme plutôt une action d'accompagnement, puisque, alors contrairement au covoiturage, qui consiste à partager un trajet, dans le cas de l'autopartage, on partage l'utilisation d'un véhicule. Donc, on peut très bien l'utiliser en solo ou
de façon partagée. Donc, l'utilisation de l'autopartage en soi n'est pas forcément une pratique vertueuse pour la décarbonation. Cela étant, et particulièrement dans les zones de moyenne densité, il y a souvent des trajets qui ne peuvent pas être réalisés autrement qu'en voiture. Et donc, la présence de l'autopartage sert aussi à pouvoir démotoriser vis-à-vis de la deuxième, voire de la troisième voiture, c'est-à-dire à pouvoir renoncer à la possession de cette voiture puisqu'on a accès à un service d'autopartage. Mais donc un complément d'une offre de transport alternatif bien étoffée. Enfin, troisième axe, c'est pas parce qu'on met en place une offre qu'elle est forcément utilisée. Hein, donc, il est nécessaire aussi d'accompagner la mise en place de cette offre par des animations territoriales. Je pense à tout ce qui est journée des mobilités, challenge mobilité, etc. Et aussi les accompagnements plus personnalisés au changement de comportement. Il y a aussi les actions sur les plans de mobilité entreprise, on va les voir également, et les actions sur le suivi et l'évaluation des politiques. Donc ça, c'est un panorama, je dirais, des actions qui sont développées dans le guide. Dans le cadre de cette présentation, je vais faire un zoom sur les actions qui concernent le système voiture. Et parmi les modes actifs et partagés, je vais faire un zoom sur le système vélo. Et enfin, je vais parler des plans de mobilité entreprise qui sont un moyen très important pour décarboner donc, les trajets domicile-travail. Alors, système voiture, effectivement, dans les zones de moyenne densité en particulier, on est dans des tissus urbains caractérisés par une spécialisation fonctionnelle, c'est-à-dire une séparation entre les lieux de résidence d'une part et les lieux où on va faire les courses, hein, souvent dans des centres commerciaux relativement éloignés. Et aussi les lieux de travail où on se rend sont souvent loin des lieux de résidence. Par ailleurs, les tissus urbains sont relâchés et du coup, cela rend peu viable la desserte en transport en commun, puisque c'est difficile d'avoir suffisamment de fréquentation voyageurs. Les conditions de pratique des modes actifs, la marche et le vélo, sont peu agréables et peu sécurisées. Et par conséquent, on se retrouve dans un cercle vicieux où l'utilisation de la voiture est quasiment indispensable. Donc, encourager un urbanisme des courtes distances, ça signifie déjà, d'une part, limiter et contrôler l'étalement urbain, à travers notamment la planification, et en particulier les plans locaux d'urbanisme, densifier aussi autour des axes structurants de transport en commun. Mais créer de la densité ne suffit pas à réduire les distances de déplacement. On peut très bien être dans un environnement dense et devoir parcourir des distances longues pour aller au travail ou faire des courses. Il faut créer aussi une mixité de fonctions pour permettre au programme d'activité de chacun d'avoir lieu dans des rayons de distance plus limités. Alors, de manière générale, ces évolutions doivent permettre l'implantation pérenne des commerces de proximité, rendre plus attractive et donc plus efficace la desserte en transport en commun, permettre ou faciliter la pratique des modes actifs, la rendre plus sécurisante et donc, in fine, rendre l'utilisation de la voiture moins nécessaire. Donc, dans le guide, on a réalisé quelques retours d'expérience intéressants à ce sujet, à la fois pour ce qui concerne les politiques de mixité et de densification autour des axes de transport en commun. On a aussi beaucoup abordé la question du stationnement, puisque le stationnement à destination est un déterminant important dans le choix du mode de transport. Et c'est vrai que dans les zones de moyenne densité,
à la fois les citoyens et les élus ont souvent l'impression qu'il n'y a pas assez de places de stationnement, alors que quand on fait la somme des places de stationnement à domicile, sur les lieux de travail, sur les lieux d'achat, un ouvrage, un enclos, etc., sur la voirie publique. Et on se rend compte que les places de stationnement sont très abondantes. Mais cette offre est peu connue parce que souvent elle est gratuite aussi, hein, dans les zones de moyenne densité. Aussi, les politiques de stationnement sont généralement peu contraignantes puisqu'il y a beaucoup de places et peu orientées vers le report modal et sont plutôt orientées vers la rotation des places de stationnement. Donc, si on veut agir sur le stationnement, ben, il faut déjà mieux connaître l'offre dans un premier temps. Ensuite, la réglementer, éventuellement la réduire, éventuellement aussi la rendre payante. Améliorer aussi le contrôle du stationnement illicite et du stationnement sauvage. Éloigner les places de stationnement en voiture des lieux de destination et rapprocher les arrêts de transport en commun et le stationnement en vélo de façon à donner un avantage comparatif à ces modes de transport en leur donnant un avantage d'accessibilité aux bâtiments. Alors pour ce qui est des actions encore sur la place de l'automobile, il y a tout ce qui est réduction des vitesses. Hein, ça se pratique de plus en plus. L'intérêt des réductions des vitesses est double. D'une part, c'est de rendre moins attractive l'utilisation de la voiture parce que moins rapide. Et d'autre part, d'inciter l'utilisation des modes alternatifs à la voiture en rendant plus pratique, plus agréable et plus sécurisé leur pratique. Alors, ça se fait via les dispositifs de zone 30, zone piétonne, zone de rencontre, etc. Agir sur la place de l'automobile, c'est aussi réallouer l'espace public vers les modes actifs et partagés. Donc, selon une estimation de Rue de l'Avenir, 80% de l'espace dans les rues est consacré aux voitures. Donc, il s'agit de répartir différemment cet espace autour de l'utilisation d'autres modes de transport, mais aussi d'autres usages, comme par exemple des usages plus conviviaux ou plus ludiques. Et donc, ça permet surtout d'améliorer l'acceptabilité des interventions sur la voiture, puisque il est normal, toute action sur la place de la voiture génère des résistances. C'est normal puisqu'on est tellement habitué à l'utiliser, on est tellement habitué aussi à pouvoir stationner où on veut. Et donc, c'est très important, quand on met en place ces actions, d'avoir une vraie stratégie d'acceptabilité. Ou plutôt aussi de désirabilité d'autre chose, qui peut passer soit par un peu d'urbanisme tactique, comme on a pu le voir à l'occasion du Covid, mais aussi par la libération d'autres possibilités sur l'espace public et qui peuvent être des possibilités justement plus ludiques ou plus conviviales et donc plus désirables aussi de la part des citoyens. C'est le cas aussi de certains centres-villes qui ont piétonnisé une partie de leur ville. On l'a vu sur Arras, on l'a vu sur Poitiers également, etc. Alors, autre axe, autre zoom qui concerne les modes actifs, c'est le fait de faire émerger un système vélo. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la voiture constitue en elle-même un système fait des véhicules, des infrastructures, du stationnement, des services, des réglementations, de la publicité, etc. Donc, il s'agit aussi
quand on met en place des actions sur le vélo, de ne pas le concevoir, même s'il y a forcément un échelonnement des actions, mais ne pas les concevoir comme des actions isolées, mais plutôt comme des actions qui se situent au sein d'un système qu'il faut développer en même temps, c'est-à-dire les infrastructures, les services, la possibilité de trouver du stationnement, la facilité d'accès aussi à des vélos, assistance électrique. Donc, effectivement, premier pilier, construire des infrastructures cyclables. On a vu que l'enjeu de la continuité de ces infrastructures est très important, puisque voilà, on a souvent eu des politiques aussi un peu selon l'opportunité, c'est-à-dire on a mis des pistes cyclables là où on pouvait. Il s'agit maintenant aussi de compléter vraiment les réseaux, de les rendre lisibles et surtout de les sécuriser, puisque la sécurité, notamment dans les zones de moyenne densité, est un frein important à l'utilisation du vélo. Installer aussi différentes formes de stationnement vélo, un peu partout, de façon assez capillaire. C'est pas nécessaire que ça soit très, à chaque fois, très, avec des grandes infrastructures, hein. Ça peut être vraiment des installations aussi assez légères, à proximité des commerces, mais il faut que ça soit proche. Aussi des stationnements sécurisés à domicile ou au travail, donc pour des types de stationnement qui vont durer un peu plus longtemps, hein, donc pas le stationnement minute devant les commerces. Et aussi, par contre, là, penser massivement le stationnement en gare. On a vu en particulier dans les retours d'expérience que l'intermodalité vélo-train est vraiment la forme, quelque part, d'intermodalité qui fonctionne de loin le mieux dans les zones de moyenne densité. Et souvent, les stations vélo étaient surtout plein à proximité de la gare et vides ailleurs. Alors, aussi, au sein de l'émergence de ce système vélo, c'est important de faire émerger tout un écosystème de services qui permet à la fois de se former à l'utilisation de vélo, donc via des ateliers de remise en selle, des prêts pour l'achat d'un vélo assistance électrique, aussi des initiatives qui peuvent être menées par des associations. On a vu par exemple la DAB, notamment sur la communauté urbaine d'Arras, et qui peuvent aussi avoir un rôle très intéressant et très important pour vis-à-vis aussi des quartiers de la politique de la ville et donc de l'accès aussi à l'emploi. Voilà. Alors, ce qu'on a vu aussi sur le terrain, c'est que souvent, le vélo assistance électrique marche bien parce que ça permet souvent de remplacer plus facilement des trajets notamment domicile-travail, des trajets en voiture. Et aussi, les services de location vélo longue durée nous sont apparus comme une forme aussi de mise à disposition de véhicules vélo intéressante. En particulier si comparé avec le vélo en libre service, ces systèmes présentent des coûts aussi pour la collectivité qui sont bien moindres. Et aussi, ils sont de nature à pouvoir davantage susciter un rapport modal, puisqu'une fois qu'on a le vélo, on est plus incité à l'utiliser. Donc, ces systèmes, les retours d'expérience qu'on en a fait au sein du guide sont très, très positifs, hein. Et ça a permis aussi de légitimer la présence du vélo dans l'espace public et donc de créer quelque part un effet boule de neige avec
mise en place des infrastructures. Alors, je vais parler pour finir sur des plans de mobilité. Alors, les plans de mobilité sont un outil très intéressant pour décarboner la mobilité domicile-travail, mais encore relativement peu utilisé par les employeurs. Donc, les plans de mobilité, je rappelle juste, c'est des plans qui sont élaborés par les employeurs pour décarboner justement, pour favoriser le report de l'utilisation de la voiture vers les modes actifs et partagés pour les trajets domicile-travail, les trajets professionnels. Et ces plans de mobilité doivent être après transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité ou à l'ADEME et à l'ADEME. Et donc, ils sont obligatoires depuis 2018 pour les sites qui regroupent plus de 100 personnes sur le même site. Ça a été porté à 50 par la loi d'orientation des mobilités. Ce qu'on constate, par contre, c'est que très peu d'entreprises qui sont obligées les ont mises en œuvre. Et donc, dans le cadre du guide, on s'est intéressé aussi à quels ont été les freins dans la mise en œuvre de ces outils. Alors, pour résumer un peu les leviers d'action qu'on a identifiés, ça a été d'une part de sensibiliser déjà les entreprises aux avantages dont elles peuvent bénéficier grâce à la mise en œuvre de plans de mobilité, en termes notamment d'élargissement des possibilités de recrutement, d'image, de sécurité des déplacements, etc. Mais aussi la nécessité de systématiser un peu, d'accompagner les employeurs dans leur démarche, parce que souvent les employeurs ont des difficultés aussi à prendre les initiatives ou n'ont pas forcément les ressources humaines nécessaires pour le faire. Et donc, participer aussi, mettre à disposition, souvent, ça, on l'a vu dans plusieurs territoires, la mise à disposition d'un outil de diagnostic et de suivi un peu clé à main qui permet aux entreprises d'assez vite réaliser ces diagnostics. Et puis aussi la mise en place d'actions d'animation et de sensibilisation en entreprise. Côté employeur, il y a aussi des actions qui sont importantes à réaliser, c'est de nommer un référent mobilité, de réaliser un diagnostic, bien entendu, de la mobilité des employés pour pouvoir ensuite suivre l'évolution. Et aussi prévoir les équipements et les infrastructures nécessaires pour la pratique des modes alternatifs. Donc, là, c'est important aussi d'avoir une approche conjointe avec l'autorité organisatrice de la mobilité pour éviter, par exemple, que les pistes cyclables s'interrompent à l'extérieur de l'entreprise. Réguler aussi les possibilités de stationner. On a vu que le stationnement est un levier important aussi dans les entreprises pour favoriser l'utilisation des modes alternatifs. Et puis, bien sûr, faire un suivi, une animation et un accompagnement des actions et un suivi, une évaluation je dirais, régulière des actions pour voir quels en sont les effets sur les mobilités effectives des salariés. Alors, je vais terminer justement sur cette question de l'évaluation. Parce que quand on a lancé les travaux du guide, on était vraiment à la recherche de retours d'expérience. Or, un premier retour de cette démarche a été que les expériences mises en place font encore trop rarement l'objet d'évaluation, notamment pour ce qui est des effets sur le report modal
Or, l'évaluation des politiques publiques est très importante pour s'assurer de leur efficacité et du fait que les actions menées permettent de se rapprocher des objectifs fixés. Donc, premièrement, mesurer le rapport modal induit, mais aussi, dans un contexte de ressources financières limitées, se poser la question de la fréquentation et de l'impact des effets en termes de décarbonation des actions qui sont menées. Cela nécessite souvent l'organisation d'un partage d'informations entre les acteurs, puisque l'information peut être détenue en partie par l'autorité organisatrice des mobilités, en partie par les communes, en partie par les associations vélo, etc. Et aussi, dans l'idéal, une harmonisation des outils d'évaluation et de suivi qui permettent de voir si on se situe bien dans le cadre de la trajectoire nationale qui est fixée par la stratégie nationale bas carbone telle qu'on l'a vue, au lieu de constater ensuite ex post qu'on a été dans la trajectoire ou pas. Là, donc, un vrai enjeu d'outils aussi pour ces évaluations. Voilà pour ce qui est de la présentation du guide pour une mobilité bas carbone. Je vous remercie pour votre attention. Je vous renvoie sur le site du Shift Project pour le guide et également pour tout ce qui est retour d'expérience des différents cas d'études qui ont donné lieu à un rapport chacun. Et voilà donc les contacts, et je vais laisser donc la parole, je crois, à Ilana qui va présenter les interlocuteurs qui suivent. Merci beaucoup. Merci Laura Foglia pour cette présentation très intéressante. Encore une fois, vous pourrez retrouver également la synthèse du guide et le guide complet en lien en description de ce webinaire, ainsi que le contact de Laura Foglia. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Laurent Perron, qui est bénévole du Shift Project et donc Shifter, et qui va présenter un outil qui est directement décliné de ce guide, qui est un outil très opérationnel, qui le sera bientôt, on l'espère, qui s'appelle la fresque de la mobilité. À toi, Laurent, tu as 10 minutes. Bonjour, je suis Laurent Perron et j'interviens ici en tant que bénévole shifter. Et je pilote la fresque de la mobilité depuis maintenant une petite année. Le Shift a souhaité, en effet, en appui du guide pour une mobilité quotidienne bas carbone que vient de présenter Laura, développer un outil de sensibilisation et de formation à la mobilité. La fresque de la mobilité, elle s'inspire, pour ceux qui connaissent, de la fresque du climat, qui est un atelier qui explique les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Et vous allez voir qu'on a une pédagogie qui est assez similaire et un déroulement qui est assez proche de la fresque du climat. Donc la fresque de la mobilité se veut un outil de sensibilisation et de formation aux enjeux de mobilité bas carbone. On a voulu cette fresque à la fois ludique, on l'espère, pédagogique et collaborative, donc elle se prête parfaitement à des ateliers de team building par exemple, et elle a pour vocation à s'adresser à un large public. Le grand public, pour sensibiliser le plus largement aux enjeux et au poids de la mobilité dans les émissions de gaz à effet de serre en France. Elle s'adresse aussi aux entreprises et plus globalement à toutes les organisations qui veulent s'engager avec leurs collaborateurs dans une démarche de mobilité bas carbone. Et elle s'adresse enfin aux collectivités pour accompagner à la fois les élus et les agents dans la transition de leur territoire sur les sujets de la mobilité. Alors, dans la pratique, la fresque de la mobilité se déroule en deux grandes parties. L'atelier dure, en sa version complète, aux alentours de 2h30. Une première partie qu'on a appelée Panorama, qui est une partie un peu descriptive de ce qu'est aujourd'hui la mobilité des personnes en France. Donc, on va retrouver dans cette partie les besoins de mobilité, pour qu'on se déplace, avec quels moyens de transport on se déplace, quelles énergies on utilise,
et quelles conséquences cette mobilité peut avoir. Quand on dit conséquences, on parle à la fois des conséquences physiques, environnementales, mais aussi des conséquences sociales et économiques. L'objectif de cette première partie, c'est que tous les participants mesurent bien les enjeux qui sont liés à la mobilité telle qu'elle est et les bonnes informations, les bons ordres de grandeur en tête. Cette première partie dure à peu près 45 minutes. Dans la deuxième partie, c'est là qu'on va aborder les leviers d'action qui sont à notre disposition, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et on a voulu, dans cette deuxième partie, faire un scénario type jeu de rôle pour les versions grand public et les versions entreprise. Et pour ça, on a fait deux choses. On a développé des cartes qu'on a appelées des cartes solutions. Il y en a une vingtaine à peu près pour chaque catégorie. Alors, ça peut être adopter l'éco-conduite, ça peut être mettre en place un plan de mobilité employeur, ça peut être privilégier le train ou les transports en commun, ça peut être prendre le vélo pour les trajets courts ou optimiser sa flotte de véhicules en entreprise. En parallèle de ces cartes solutions, on a développé des profils types pour les ménages et pour les entreprises. Et dans ces profils types, on a décrit leurs habitudes de mobilité et on a dressé un bilan carbone de leur mobilité. Et le but du jeu pour les participants à la fresque, ça va être pour chaque profil qu'on va étudier, de choisir les 4 ou 5 leviers qui paraissent les plus pertinents pour faire baisser le bilan carbone du cas qu'on est en train d'étudier. Et on va pouvoir passer en revue plusieurs cas types qui vont nous permettre de voir qu'il n'y a pas de solution universelle et que toutes les solutions qui sont à notre disposition ne sont pas forcément adaptées à tous les profils, à tous les ménages, toutes les entreprises. Pour la partie collectivité, on va suivre exactement la même logique, mais pour être plus opérationnel, on va se baser sur les données du territoire sur lequel les participants à la fresque interviennent, mais on va suivre exactement la même logique. Le but du jeu, là aussi, va être de choisir parmi les leviers qu'on a à notre disposition ceux qui sont les plus pertinents pour assurer la transition de la mobilité du territoire en question. En termes de déploiement et de maturité de notre fresque, à date, aujourd'hui, on a animé une quinzaine d'ateliers à peu près et formé une centaine de personnes. Donc l'atelier, il est maintenant bien rodé. On est en phase de formation des animateurs pour le grand public et les entreprises pour un déploiement d'ici la fin de l'année 2020. Pour les collectivités, on aura une formation spécifique et des animateurs dédiés sur ces sujets. On est en train de finaliser les offres qu'on pourra mettre à votre disposition et on prévoit un déploiement à partir du début de l'année prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec nous pour si vous avez des questions, si vous souhaitez des renseignements sur l'animation de cette fresque, et on pourra vous renseigner sur les dispositifs d'accompagnement qu'on pourra mettre en œuvre. Pour ça, il y a deux moyens de nous contacter. L'adresse mail que vous avez là, fresquedelamobilité@theshifters.org, et un numéro de téléphone qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez des renseignements. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Sans plus attendre, on va laisser la parole à Françoise Rossignol, à qui on va d'abord demander de réactiver le micro et la caméra. Donc Françoise Rossignol, qui est maire de Dainville et vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras. Arras a d'ailleurs été l'un des cas d'étude du guide qui vous a été présenté. Je suppose que vous voulez que j'intervienne sur notre expérience alors en tant que maire de Dainville, mais surtout en tant que vice-présidente mobilité de la communauté urbaine d'Arras. Et sur le travail qu'on a fait, je peux reprendre pour faire émerger un système vélo. Et c'est absolument la démarche dans laquelle nous sommes, puisque finalement, à partir des analyses d'usage qui étaient prévues dans le cadre du diagnostic de notre plan de déplacement urbain, on a vu
une place extrêmement faible dans notre collectivité pour le vélo. Et pourtant, ville moyenne, relativement plate, sans difficulté particulière, des distances qui restent raisonnables, qui dépassent rarement les 10 ou 15 kilomètres. Et il nous semblait que notre territoire était parfaitement adapté à une utilisation du vélo beaucoup plus importante. Donc, c'est l'un des objectifs du PDU. Et le premier travail a été de mettre des vélos, je dirais, sur la route. Il y avait déjà quelques bandes cyclables, il y avait déjà eu des initiatives qui avaient été prises, mais qui n'avaient pas changé la vision du vélo dans la collectivité. Et donc, la première action, je dirais, un peu forte, ça a été la mise en location longue durée de vélos électriques. C'était l'époque où on parlait beaucoup des Vélib, on avait envisagé de cette solution, mais elle ne semblait pas du tout adaptée à notre taille de collectivité. Et donc, on est parti sur cette location longue durée. Et ça a été un succès absolument extraordinaire, puisque le jour du lancement de l'opération, tous les vélos étaient déjà réservés, parce qu'il y avait eu un peu de fuite dans la presse, et que immédiatement, ça a bien marché. On a racheté des vélos plusieurs fois. On est aujourd'hui maintenant sur cette collectivité à 400 vélos longue durée, loués à 97,5%, donc avec aucun problème particulier, 5 mois d'attente pour obtenir un vélo. Donc ça a été un succès important en termes de location, mais le succès principal pour moi, c'est que ça a remis toute une série de personnes à vélo, et ça a mis finalement des vélos sur la route, ce qui a fait prendre conscience qu'il nous fallait aller au-delà, développer les équipements de toutes sortes. Et je pense qu'on est rentré, grâce à cette location, dans une logique effectivement d'émergence d'un système vélo. Alors, les choses ont été complétées, bien sûr, puisque cette location, elle est limitée à une année non renouvelable, et que plus de 90% des personnes qui nous rendent leur vélo en achètent un, et que donc nous avons mis, au-delà de l'aide de l'État, on a mis en place une aide à l'achat du vélo, elle aussi, qui explose. Et je veux dire que tous les ans, on est amené à réabonder le budget achat de vélo, mais ça fonctionne bien. Puisqu'on avait des vélos, il nous a fallu les garer. Alors là, on est sur une compétence communale pour tout ce qui est, je dirais, point d'attache pour vélo, mais on a développé aussi des garages à vélo payants avec possibilité de recharge, alors sur la gare, bien sûr. Et c'est un succès très important, et chaque fois que ça sature, eh bien, on développe. Donc, c'est même garage à vélo qu'on recrée autour de la gare. Et puis aussi, on a irrigué le territoire, et en se posant la question finalement, au départ de l'usage de ces garages à vélo, est-ce que c'était des garages qui seraient utilisés par des citadins qui n'ont pas la place de garer leur vélo chez eux, ou par des personnes habitant la première ou la deuxième couronne et qui viendraient en ville à vélo? Et aujourd'hui, on peut dire que les deux, puisque les usages sont complémentaires, et que finalement, nos garages à vélo sont pleins 24 heures sur 24, avec un véritable roulement des vélos. Alors, avec un observatoire de multiplication, doublement, triplement des vélos, des garages qui sont saturés, et une observation de ceux qui le sont moins, mais progressivement, il y a une véritable augmentation de la pratique de ces stationnements de vélo. Donc, stationnement, bien entendu, qui dit vélo, dit... Et donc, des objectifs quantitatifs d'un certain nombre de kilomètres de pistes ou de bandes à réaliser, d'obstacles particuliers à travailler.
Et puis, on s'est très vite aperçu que ça n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans la construction d'un schéma cyclable. Ce qui me paraît intéressant dans la construction de ce schéma, c'est que nous avons décidé, dans un premier temps, mais c'est la structure de notre agglomération qui est comme ça, de travailler en étoile, mais de relier les 46 communes par des itinéraires négociés avec les maires vers le centre-ville. Et ce qui est important, effectivement, c'est cette négociation avec les maires, avec les associations qui les entourent, avec leurs usagers, de manière à créer les conditions pour que demain, on puisse dégager les budgets pour avancer beaucoup plus rapidement dans l'évolution du schéma. Donc, il s'agit bien d'avoir une vision globale, de hiérarchiser ensuite les tronçons et les questions de continuité, d'usage par rapport à ces voiries, et puis d'obtenir, ce qui est quand même important dans une collectivité, une part substantielle en ce début de mandat du plan d'investissement pour la durée du mandat et d'y travailler. Et honnêtement, on a énormément progressé, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment l'une des priorités affichées dans les politiques communautaires de quasiment l'ensemble des maires. Et bon, on avait un copil mobilité hier, et encore, hein, de nombreux maires nous ont dit, bah, allez, il faut y aller plus rapidement. Et ça, je pense que c'est un vrai succès. Donc, on a développé, au-delà du schéma cyclable, on est en train de développer un plan vélo où on prend aussi en compte les aspects d'information. Dans l'information, je pense aussi à la signalétique, parce que et ça a été l'un des éléments de notre réflexion, c'est de dégager des itinéraires spécifiques pour le vélo. C'est souvent ces itinéraires-là qu'on peut le plus facilement dégager de véritables bandes cyclables. Mais le premier réflexe du nouvel usager vélo, c'est de suivre le même itinéraire que ce qu'il prenait en voiture. Et je pense que la signalétique joue un rôle, et l'information joue des rôles extrêmement importants dans ce domaine. Donc, c'est une piste sur laquelle on travaille. Et puis, la formation, et donner l'envie, créer un certain nombre de manifestations autour du vélo, c'est aussi une réflexion que nous menons, la fête du vélo, etc. Et puis, bien entendu, dans la période, il y a eu, je dirais, la grande réflexion menée à la suite du déconfinement, et un plan transitoire assez volontariste. Nous n'avons jamais parlé de réduire la place de la voiture, mais nous avons parlé d'augmenter la place du vélo. Et de façon quelque peu surprenante, malgré tout, il y a eu très peu d'opposition. Donc aujourd'hui, notre souci serait d'avoir une véritable évaluation. On a bien un certain nombre de compteurs, etc., mais ça ne nous paraît pas suffisant, d'avoir une véritable évaluation de ces aménagements transitoires avant de passer à la pérennisation de ces aménagements. Mais je pense que réellement, ils sont peu contestés, ils peuvent être améliorés, certainement, et c'est certainement l'un des enjeux, mais on sent qu'on progresse bien et qu'il y a une véritable envie vélo qui se développe sur le territoire. Et ça me paraît extrêmement positif. En tout cas, merci à vous. Carrément. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.